Je profite de l'occasion pour indiquer que le budget prend aussi en compte les avis et les opinions de nos partenaires. Car, comme tout à l'heure, cela a été confirmé par la présidente du CNT, nous sommes en partenariat avec l'ensemble de la communauté internationale qui a accepté de nous soutenir et de nous apporter son assistance pour accompagner la démocratie naissante en Guinée. C'est dans ce cadre que le gouvernement a engagé des pourparlers avec l'ensemble de nos partenaires, à commencer par les institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et le gouvernement a poursuivi son dialogue avec la Banque africaine de développement, l'Union européenne et l'Agence française de développement, ainsi que les autres partenaires bilatéraux. Ce dialogue a pour objet d'abord de faire revenir la confiance dans la Guinée. Confiance qui était totalement perdue après des années de gabegie et de malgouvernance. Mais cette confiance se mérite, d'où la nécessité d'avoir un dialogue confiant, avec un consensus avec nos partenaires, pour définir la voie à suivre pour l'assistance que nous attendons légitimement. Cette assistance devrait d'abord prendre la forme d'un appui budgétaire qui vient d'être matérialisé par la Banque mondiale au cours de la session de son conseil d'administration le 21 avril, où la Banque mondiale a accordé un montant de 78 millions de dollars à la Guinée, destiné d'abord à régler tous les arriérés de notre pays vis-à-vis de cette institution. Le règlement de ces arriérés aura pour conséquence première de débloquer tous les projets de la Banque mondiale qui étaient en souffrance dans notre pays, depuis l'éducation jusqu'à l'agriculture, en passant par l'appui aux communautés villageoises. Par ailleurs, le Fonds monétaire international s'apprête lui-même à présenter le dossier de la Guinée à son conseil d'administration. J'espère que les turbulences actuelles de cette institution ne vont pas retarder le calendrier qui a été initialement convenu avec la Guinée. De la même manière, la Banque africaine de développement se propose de soumettre le dossier de la Guinée à son conseil d'administration pour nous faire bénéficier également d'un appui budgétaire. Donc ces différents appuis budgétaires sont destinés à combler le grave déficit de notre budget. Tout à l'heure, le ministre délégué au budget vous le dira, notre budget est loin, très loin d'être équilibré. D'où la nécessité non seulement d'accroître nos efforts de collecte des recettes nationales, mais aussi, de manière provisoire, de compter sur l'appui financier de nos partenaires au développement. Donc c'est la raison de ces différents appuis budgétaires que je viens d'évoquer et qui, normalement, devraient également se traduire par une assistance généralisée de l'ensemble de la communauté financière internationale. Nous venons de tenir à Washington une table ronde où pratiquement tous les partenaires au développement étaient invités et où nous avons soumis à nos partenaires les difficultés de la Guinée, les contraintes de la Guinée, mais également nos espoirs, mais également nos opportunités. Et nous comptons également faire la même chose très prochainement lors des assemblées de la Banque africaine de développement pour poursuivre ce dialogue avec nos partenaires qui devrait, je l'espère, aboutir à la grande conférence de bailleurs de fonds sur la Guinée avant la fin de l'année 2011. Avec nos partenaires, devrait également aboutir à permettre à la Guinée d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative des pays pauvres très endettés, à laquelle tout à l'heure, Madame la Présidente du CNT a fait référence. De quoi il s'agit? Il s'agit de permettre à la Guinée, enfin, de pouvoir obtenir l'annulation du stock de la dette, aujourd'hui évalué à 2,5 milliards de dollars. Ce qui signifie que cette annulation devrait permettre à la Guinée
de dégager des ressources pour le financement de son développement, pour les routes, pour la santé, pour l'éducation, et j'en passe. C'est dire que le dialogue avec nos partenaires n'est pas un dialogue vain. Non seulement faire revenir la confiance, mais également il nous permet d'accéder à des ressources financières nouvelles et aussi et surtout de faire annuler le stock de notre dette. Le budget 2011, je disais, non seulement prend en compte les aspirations des populations, il prend en compte les opinions et les avis de nos partenaires, mais également il prend en compte le contexte économique et financier international. Où en sommes-nous aujourd'hui de ce contexte? Nous sommes dans un contexte de sortie de crise où il y a une reprise légère dans les pays émergents, également dans une certaine mesure dans les grands pays industrialisés qui sont en fait les débouchés des produits miniers exportés par la Guinée. Malheureusement, cette sortie de crise s'accompagne par une certaine inflation. Les prix des matières premières commencent à s'envoler. Le riz, qui était en dessous de 400 $, aujourd'hui est estimé à plus de 500 $ la tonne. Un produit qui fait partie de la nourriture de la majorité des populations guinéennes. Le pétrole, qui est l'élément de base de l'énergie aujourd'hui, a dépassé les 100 $. Autant d'éléments qui font que les tensions inflationnistes internationales constituent de graves risques. Malheureusement, risques qui pourraient, si on y prend garde, aggraver la situation interne qui elle-même est caractérisée par des tensions inflationnistes. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'excès de liquidité, provenant malheureusement de la gestion 2009, mais surtout 2010, et où l'inflation a dépassé 20%. Cette inflation a une conséquence énorme sur la vie des populations. Aujourd'hui, plus de 55% de la population guinéenne vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est dire que si l'inflation continue, ce seuil de pauvreté risque d'englober malheureusement d'autres segments de la population guinéenne. D'où la nécessité pour l'État d'être extrêmement prudent. Donc ce budget est d'abord un budget de freinage. Il faut que nous réussissions à faire en sorte que nous stabilisions la situation économique et financière. Voilà le premier impératif de ce budget, pour que l'inflation qui touche tout le monde, à commencer par les pauvres, que l'inflation ne reparte pas. Par ailleurs, le gouvernement a décidé, comme tout le monde le sait maintenant, de prendre des mesures pour protéger cette population pauvre. Le riz qui augmente sur les marchés internationaux, le gouvernement a décidé de subventionner très largement le riz provisoirement. Parce que ce n'est pas le rôle du gouvernement de faire le commerce du riz, mais compte tenu de l'état de notre société, le gouvernement a importé récemment du riz qu'il a vendu à un prix nettement en dessous du prix de marché. 160 000 francs guinéens contre plus de 200 000 francs guinéens sur le marché normal. Par ailleurs, le gouvernement continue à subventionner le pétrole. Aujourd'hui, le baril de brut dépasse les 100 $. Cela, normalement, devrait entraîner une augmentation du prix à la pompe dans tous les pays importateurs. En tous les cas, dans les pays qui nous entourent, le prix aujourd'hui exprimé en francs guinéens est supérieur à 10 000 francs guinéens. Alors que nous, en Guinée, nous continuons à acheter le pétrole à la pompe à 7 500. Cela veut dire qu'il y a un différentiel de plus de 2 500 francs guinéens de subventions accordées par le gouvernement. Mensuellement,
Cela nous coûte 126 milliards de francs guinéens chaque mois. Chaque mois, nous accordons une subvention de 126 milliards de francs guinéens à l'ensemble de la population guinéenne. Ces 126 milliards auraient pu servir à construire des routes, des écoles, des hôpitaux. Mais pour des raisons sociales, le gouvernement a décidé provisoirement de continuer à accorder cette subvention pour que les populations puissent traverser cette phase difficile. Autant d'éléments qui montrent que dans ce budget, nous avons des difficultés, mais le gouvernement a tenu à ce que sa politique sociale puisse être maintenue. Cependant, il faut que cette politique sociale soit alliée également à la rigueur financière. Car, comme je l'ai dit, l'inflation aujourd'hui dépasse les 20%. Donc il faudrait que nous puissions faire en sorte que les liquidités existantes dans l'économie puissent, par la concertation entre la Banque centrale et le ministère de l'économie et des finances, être épongées pour que l'inflation de 20% puisse descendre en dessous de 15%, peut-être même aller aux alentours de 10%. C'est pour cela que le déficit, qui était de l'ordre de 14% en 2010, le gouvernement a décidé de le ramener à 2%. Donc le budget qui vous sera soumis est un budget non seulement de politique sociale, mais également de rigueur. De rigueur avec cette décélération de l'inflation et cette réduction drastique du taux de l'inflation. Toujours dans cette optique de rigueur, comme tout à l'heure, Madame la Présidente du CNT l'a rappelé, le gouvernement a décidé de mettre en place le système du compte unique du Trésor pour que toutes les ressources publiques soient mises sur le compte du Trésor à la Banque centrale, pour éviter la dispersion des ressources publiques qui, malheureusement, souvent sont source de gabegie et de malgouvernance. Le gouvernement a également décidé de geler tous les contrats des marchés publics de 2009-2010 pour que la lumière soit faite sur la réalité de ces marchés, sur les montants de ces marchés. Il y a des marchés qui sont complètement exécutés. Le gouvernement va vérifier avec l'assistance d'un cabinet international si les paiements qui ont été faits correspondent à la réalité des travaux qui sont exécutés. Les travaux qui sont en cours seront également examinés pour décider de l'opportunité de les poursuivre ou de les arrêter, selon les cas. Enfin, les travaux qui ne sont pas encore commencés, le gouvernement va examiner l'opportunité de les poursuivre, de les annuler ou d'en réduire le montant. Simplement parce que, en 2009-2010, tous les marchés étaient passés sans appel d'offres, donc de gré à gré. Les marchés étaient passés au détriment des règles du Code des marchés. La surfacturation. Des marchés qui, malheureusement, aboutissaient à des travaux fictifs. Autant de choses que nous avons pu découvrir dans l'audit partiel que nous avons réalisé. Donc, avec l'appui du ministère de contrôle d'État et l'appui des cabinets internationaux, nous allons reprendre ce dossier pour que rapidement le gouvernement décide de ce qu'il faut continuer, de ce qu'il faut diminuer et de ce qu'il faut complètement annuler. Madame la Présidente du CNT, Messieurs, Mesdames les conseillers du CNT, honorables invités, voilà un peu la trame de ce budget 2011, qui est un budget difficile, c'est un budget de transition. Il comporte beaucoup d'insuffisances, mais je voudrais demander votre indulgence pour que nous puissions arriver à stabiliser la situation avant de pouvoir penser à un budget d'expansion. Dans ce budget de transition, j'ai indiqué qu'il y a des mesures sociales qui nous coûtent cher, mais qui sont nécessaires pour la paix sociale. Et c'est pour cela que le chef de l'État
le professeur Alpha Condé, on a appelé aux syndicats pour une trêve sociale pendant l'année 2011, jusqu'à ce que nous arrivions à sortir de cette passe extrêmement difficile et délicate. Donc je souhaite que cela soit compris par les uns et par les autres pour que l'équilibre que nous cherchons à obtenir entre la politique sociale et la politique de rigueur, que cet équilibre-là soit compris par les uns et par les autres pour que ceux qui veulent nous accompagner soient encouragés à le faire. Je vous remercie. De son côté, le ministre délégué au budget, dans un discours très étoffé, a justifié les orientations du budget 2011 par deux priorités qui se résument en la mise en œuvre d'un programme d'action en conformité avec les objectifs du document de stratégie de réduction de la pauvreté 2011-2012 et en la signature de programmes formels avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale courant 2011. Signature qui pourrait permettre l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative. PPTE. L'examen annuel du projet de budget par la représentation nationale revêt un caractère essentiellement politique et constitue à ce titre un acte majeur de la démocratie ambitionnée par notre peuple. Le projet de loi de finances pour 2011 que j'ai l'honneur de vous présenter est la traduction chiffrée de la politique gouvernementale telle que déclinée devant votre honorable institution le 18 mars dernier par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale. Pour la présentation de ce projet de loi de finances, mes propos s'articuleront autour des points ci-après. Premièrement, le contexte socio-politique actuel et l'évolution récente de l'économie guinéenne et mondiale. Deuxièmement, la politique macroéconomique du gouvernement pour le court et moyen terme. Et enfin, troisièmement, le projet de loi de finances pour l'année 2011. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du CNT, les premières élections présidentielles libres, transparentes, démocratiques et crédibles depuis l'indépendance de notre pays en 1958, qui ont abouti à la victoire du professeur Alpha Condé, marquent l'avènement d'un nouveau régime politique avec la formation d'un nouveau gouvernement en décembre 2010. Ces premières élections ont fait naître ou renaître l'espoir aux populations quant à la satisfaction de la forte demande sociale qui se résume à la sécurité alimentaire, la fourniture d'eau et d'électricité, la construction des routes, d'écoles, d'hôpitaux et j'en passe. En effet, en dépit de ces importantes potentialités naturelles, la malgouvernance politique, économique et sociale que la Guinée a connue depuis plus d'une décennie s'est traduite par une forte dégradation du cadre macroéconomique avec pour conséquence l'aggravation de la pauvreté. Au lendemain de sa mise en place, le gouvernement a organisé les 27, 28 et 29 janvier 2011 un séminaire au cours duquel, sur la base d'un diagnostic exhaustif et sans complaisance de la situation économique et sociale de notre pays, un plan d'action prioritaire susceptible de jeter les bases d'un développement durable a été élaboré. Ce programme d'action à court et moyen terme vise la transformation socio-économique de la Guinée en tenant compte des orientations du chef de l'État, de la stratégie de réduction de la pauvreté et des objectifs du millénaire pour le développement. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du CNT, avant de vous décliner les principaux axes de la politique macroéconomique à court, moyen et long terme, il n'est pas inutile de rappeler qu'à l'issue d'une transition qui a duré 2 ans, consécutive à la prise du pouvoir par l'armée le 23 décembre 2008, tous les indicateurs dénotent de la forte dégradation de la situation macroéconomique. Comme le rappelait Madame la Présidente dans son discours, en 2009, la croissance économique a été négative et s'est située à moins 0,3% du produit intérieur brut, PIB, alors qu'en 2010, elle a été estimée à 1,9% contre un accroissement de la population de l'ordre de 3%. En 2010, le déficit du budget de l'État s'est situé à moins 14,4% du PIB et a été financé principalement par la planche à billets. En conséquence,
la masse monétaire a plus que doublé. Le taux d'inflation qui était de 7,9% en décembre 2009 est passé à 20,9% en fin 2010. Et les réserves de change ne couvraient pas 2 mois d'importation. Ainsi, l'économie guinéenne a évolué dans un contexte sociopolitique difficile et tendu, marqué par une prolongation de la durée de la transition politique, le renforcement des sanctions internationales, la recrudescence des tensions à caractère communautaire, un dérapage de la gestion budgétaire, l'attentisme des opérateurs économiques et la dépréciation de notre monnaie nationale. Cet environnement sociopolitique difficile a affecté la croissance attendue et induit l'échec du programme de stabilisation macroéconomique initié au cours de ces dernières années. Cette dégradation du cadre macroéconomique a eu pour conséquence l'aggravation de la pauvreté dont l'incidence est passée de 49,2% en 2002 à 58% en 2010 selon les dernières estimations. En somme, le ralentissement de la croissance et la dégradation du cadre macroéconomique s'expliquent par la conjonction d'un certain nombre de facteurs. La mauvaise gouvernance qui est la cause principale de toutes les crises sociopolitiques que le pays a connues ces dernières années. La faiblesse de la mobilisation des recettes intérieures. Comme vous le savez, la pression fiscale qui était de 15,42% en 2010 reste faible par rapport au potentiel fiscal du pays et est nettement inférieure à la moyenne sous-régionale et au minimum de 20% exigé par les critères de la convergence de la seconde zone monétaire ouest-africaine, ZMAO. La forte explosion des dépenses publiques orientées vers des secteurs non productifs et leur mauvaise qualité, surfacturation, dépenses sans service fait, non-appel à la concurrence, pour ne citer que cela. La détérioration de l'environnement international et ses répercussions directes et indirectes sur notre économie. Le poids élevé de la dette extérieure, dont l'encours se chiffre aujourd'hui à 3,02 milliards de dollars, soit 67,1% du PIB. À titre de rappel, depuis l'an 2000, la Guinée n'a pas réussi à atteindre le point d'achèvement de l'initiative des pays pauvres très endettés, qui devrait lui permettre de bénéficier d'une annulation substantielle de cet encours. L'absence de concours extérieur suite à la suspension du pays par toutes les institutions bi- et multilatérales. Le manque de rigueur dans la conception des politiques économiques, budgétaires, monétaires et de change. Dans ce contexte, l'un des défis majeurs du gouvernement est de restaurer la stabilité macroéconomique et budgétaire en vue de faire face aux attentes légitimes de la population pour l'amélioration de ses conditions de vie. Le rétablissement de l'ordre constitutionnel en Guinée constitue pour le pays, longtemps sous sanctions économiques, une opportunité pour renouer avec la communauté internationale et les bailleurs de fonds, ce qui lui permettrait de bénéficier non seulement de l'aide bi- et multilatérale, mais aussi de l'allègement de sa dette publique extérieure. Toutefois, ce nouveau départ s'inscrit dans un environnement international qui continue d'être marqué par les séquelles de la crise financière de 2008, aggravé par les troubles sociaux dans des pays producteurs de pétrole et par les catastrophes naturelles dans des pays producteurs de céréales, induisant ainsi une tension sur le cours des produits de base. Par rapport à l'année 2009, le cours du pétrole brut a augmenté de 24,53% au mois de septembre 2010 et continue de l'être d'ailleurs, notamment du fait de la reprise de la croissance dans les pays émergents. En moyenne, courant quatrième trimestre 2010, les céréales ont enregistré une augmentation de prix de 11% et le prix du sucre de 22%. Contrairement à la période qui a précédé la reprise économique et financière mondiale, les cours des principaux produits de base importés et exportés par la Guinée ont d'une manière générale connu une légère hausse en 2010. Cette tendance pourrait s'inscrire dans la durée en 2011 pour beaucoup de ces produits. Ces contraintes internationales constituent des menaces pour la croissance globale et l'évolution attendue des prix en 2011. Selon les estimations du Fonds monétaire international,
la croissance mondiale serait de 4,2% en 2011 contre 4,8% en 2010. L'Afrique subsaharienne, qui a vu son activité baisser de 2,6% à cause de la crise mondiale en 2009, devrait enregistrer une croissance de 5,5% en 2011 contre 5% en 2010, du fait de la remontée des exportations et des prix des produits de base, ainsi que de la vigueur de la demande dans plusieurs pays de la région. Sur la base des spécificités des groupes de pays, la croissance sera d'environ 4,2% dans les États fragiles, dont la Guinée, de 4,8% environ dans les pays à revenus faibles et de 3,5% dans les pays à revenus intermédiaires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du CNT, le programme d'action à court et moyen terme initié par le gouvernement lors de son séminaire de janvier, sur la base des orientations et de la vision du chef de l'État sur l'avenir de la nation, du document de stratégie de réduction de la pauvreté 2011-2012 et des objectifs du millénaire pour le développement, repose sur 5 axes stratégiques. La bonne gouvernance, la lutte contre la pauvreté, le développement des infrastructures, le développement et l'expansion économique et la sécurité. La présentation tardive du projet de budget me donne l'opportunité de décliner quelques réalisations du gouvernement pour chacun de ces actes. En matière de bonne gouvernance, l'objectif est d'améliorer la gouvernance dans toutes ses composantes, politiques, économiques et judiciaires, à travers des actions courageuses pour assurer à notre pays la stabilité politique dont il a besoin pour jeter les bases d'un développement durable. Au titre de la gouvernance politique, les activités du programme d'action aux communautés villageoises PACV ont été relancées à travers le financement des plans annuels d'investissement de 203 communautés rurales de développement CRD, à hauteur de 50 000 $ par CRD. La poursuite du processus électoral marqué par la tenue des réunions techniques avec les partis politiques, les partenaires techniques et financiers, la commission électorale indépendante, le Conseil national de la transition également. Le gouvernement est attelé à la préparation du recensement biométrique des effectifs civils et militaires pour une meilleure maîtrise de la masse salariale. Dans le domaine de la gouvernance économique, la relance du processus de planification s'est traduite par le démarrage d'importantes activités visant à l'amélioration du plan quinquennal de développement 2011-2015, l'étude nationale prospective Guinée Vision 2035 et le recensement général de la population et de l'habitation prévu en décembre 2011. En ce qui concerne le renforcement de la gestion des finances publiques, l'exécution du budget sur base caisse a été l'une des mesures fortes prises et appliquées par le gouvernement. Les autres volets du renforcement de la gestion des finances publiques ont trait à la sécurisation des recettes, des redevances de pêche, la rationalisation des missions à l'extérieur et des évacuations sanitaires, la suppression des opérations extra-budgétaires en recettes et en dépenses, le respect de l'unité de caisse avec la promulgation de la loi numéro 02 CNT du 29 mars 2011 portant principes généraux de gestion par le Trésor public des fonds appartenant à des organismes publics autres que l'État et l'application effective du Code des marchés publics. Il y a lieu de noter en outre la relance des opérations interbancaires de change en vue de diminuer la pression de la demande globale de devises. Au titre de la gouvernance judiciaire, la tenue des États généraux marque le début du processus de réforme de la justice. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, des actions ont porté sur le renforcement de la sécurité alimentaire, l'amélioration de l'accès des pauvres aux services sociaux de base, l'amélioration du cadre de vie des populations et la promotion de l'emploi jeune. Comme le disait tantôt le ministre de l'Économie et des Finances, concernant la sécurité alimentaire, le gouvernement a mis sur le marché 30 000 tonnes de riz
au prix de 160 000 francs le sac de 50 kg contre 280 000 à 300 000 au prix du marché. Un arrêté d'interdiction de la réexportation du riz, du sucre, de l'huile végétale et des produits pétroliers a été pris contre les contrebandiers. Dans ce même cadre, le gouvernement a mis à la disposition du ministère de la Pêche une vedette rapide de surveillance côtière pour la sauvegarde des ressources halieutiques, la mobilisation des recettes de ce secteur et l'approvisionnement des marchés en poissons. Pour l'amélioration de l'accès des pauvres aux services sociaux de base, le pays dispose désormais d'un hôpital spécialisé à Kipé grâce à la coopération sino-guinéenne. En matière d'éducation, il a été élaboré un plan stratégique à l'horizon 2020 pour l'élimination progressive de l'analphabétisme. Dans le domaine du développement des infrastructures, d'importants travaux de réparation et d'entretien des équipements de production d'électricité ont été effectués sur des groupes de Tombo et du barrage de Kinkon en vue d'une amélioration progressive de la desserte en électricité. En ce qui concerne l'entretien courant des routes en terre, les travaux d'élimination des points critiques ont été lancés dans la région et préfecture de Labé, Kankan, Zérékoré, Tougué, Mandiana, Kerewane, Beila, Kisidougou, Gekedou et Yomu. De même, les travaux de bitumage des tronçons Matoto-Anta-Dapompa ont redémarré. Au niveau de l'axe développement et expansion économique, les activités ont porté essentiellement sur l'appui à la campagne agricole 2011-2012 et la définition d'une nouvelle politique minière. Pour l'appui à la campagne agricole, le gouvernement a procédé à la fourniture de semences, d'engrais, d'intrants, de pesticides et de petits équipements agricoles ainsi que divers autres appuis. Dans le domaine des mines, une version provisoire du code minier révisé a été élaborée, y compris ce texte d'application. Enfin, pour le 5e axe du programme d'action prioritaire défense et sécurité, le gouvernement a procédé à l'examen et à l'appropriation des recommandations du rapport d'évaluation élaboré dans le cadre de la réforme des forces de défense et de sécurité. À cet effet, un séminaire a été organisé à Conakry en mars 2011. En outre, les barrages interurbains ont été levés et l'utilisation des forces de défense et de sécurité par des entités et personnes physiques privées a été interdite. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du CNT, les orientations du budget de l'État pour l'exercice 2011 s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action prioritaire qui est en cohérence avec les objectifs du document de stratégie de réduction de la pauvreté 2011-2012 et la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, OMD. Le retour à un nouvel ordre constitutionnel et l'amélioration de la gestion de nos ressources publiques devraient permettre la signature de programmes formels avec les institutions financières internationales courant 2011. À court terme, la mise en œuvre d'un programme formel avec le FMI et la Banque mondiale devrait permettre l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE en vue de l'annulation d'une grande partie du stock de la dette et libérer de nouveaux espaces budgétaires pour le financement du développement et la lutte contre la pauvreté. Les objectifs macroéconomiques sur lesquels s'appuie le budget 2011 sont les suivants. Réaliser un taux de croissance du produit intérieur brut de 4% en termes réels contre 1,9% en 2010. Ramener le taux d'inflation à 15,7% en glissement annuel contre 20,9% en 2010. Porter les réserves brutes de change de la Banque centrale à plus de 2,5 mois d'importation de biens et services contre 1,9 mois en 2010. Ces objectifs tiennent compte du contexte économique international, de l'évolution récente de l'économie guinéenne et de la détermination du gouvernement à impulser le changement par l'amélioration de la gouvernance dans toutes ses composantes. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement doit avant tout, et plus que par le passé, mettre en œuvre une politique budgétaire rigoureuse, soutenue par une politique monétaire restrictive en vue de ramener
est de maintenir les agrégats budgétaires et monétaires à des niveaux compatibles avec les objectifs de maîtrise de l'inflation, de réduction du déficit budgétaire et de relance de la production. Au titre de la politique budgétaire, les efforts seront axés sur l'amélioration de la performance des régies de recettes, impôts, douanes et recettes administratives, le respect des principes et règles de l'exécution budgétaire, notamment en matière de marché public, l'exécution du budget sur base caisse, l'interdiction des dépenses extra-budgétaires, l'assainissement des relations financières entre le Trésor public et le système bancaire et l'exécution du plan stratégique de réforme des finances publiques. S'agissant de la politique monétaire, l'objectif visé sera de maîtriser la croissance de la base monétaire en éliminant les avances de la Banque centrale au Trésor public et en utilisant efficacement les instruments indirects de gestion et de contrôle de la liquidité des banques. En ce qui concerne la politique de change, le régime flottant sera maintenu et toutes les mesures visant à assurer la stabilité de la monnaie par rapport aux devises internationales seront mises en œuvre, notamment le fonctionnement du marché interbancaire d'échange et le respect de la réglementation d'échange. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du CNT, conformément à ces objectifs de politique économique, les grandes masses et soldes caractéristiques du projet de loi de finances pour 2011 se présentent ainsi qu'il suit. Recettes intérieures en pourcentage du PIB, 16,69%. Dépenses courantes en pourcentage du PIB, 15,88%. Dépenses en capital en pourcentage du PIB, 6,73%. Solde budgétaire base engagement, dont exclu, en pourcentage du PIB, moins 5,92%. Le solde de base en pourcentage du PIB, moins 2%. Les recettes totales prévues en 2011 se chiffrent à 5 533,70 milliards contre 4 154,87 milliards en 2010, soit un accroissement de 33,19%. Cette augmentation est imputable au secteur minier qui progresse de 34,04% et au secteur non minier pour 32,90%. Au titre des recettes non minières, les recettes douanières passent de 1 628,75 milliards en 2010 à 2 262,47 milliards en 2011, soit une progression de 38,91%. Les recettes de la Direction nationale des impôts enregistrent quant à elles une augmentation de 39,48% avec une prévision de 2 198,32 milliards en 2011 contre 1 576,10 milliards en 2010. Les recettes non fiscales passent de 179,87 milliards en 2010 à 348,56 milliards en 2011, soit une augmentation de 93,79%. La pression fiscale qui découle de ces projections est de 16,69% contre 15,42% en 2010. L'accroissement prévu des recettes résulte de la volonté du gouvernement d'accroître la productivité des services générateurs de recettes avec comme mesure d'accompagnement la suppression des exonérations non conventionnelles, le versement des recettes non fiscales perçues par les administrations publiques dans les comptes du Trésor public et le renforcement des moyens d'action des régies de recettes. Au titre des concours extérieurs, dons et emprunts, les financements projets se chiffrent à 1005,75 milliards, soit 141,36 millions de dollars, contre 284,71 milliards en 2010, équivalent à 40 millions de dollars. Le total général des dépenses du budget 2011 s'élève à 7 496 milliards 630 millions, dont 1005 milliards 750 millions sur financement extérieur, contre 8 041,10 milliards
à fin 2010, soit une baisse de 6,77%. Les traitements et salaires en passant de 1551,19 milliards en 2010 à 2061,39 milliards en 2011 progressent de 32,9%. Ils représentent 39,79% des recettes fiscales contre 40,36% en 2010 et 39,15% des dépenses courantes contre 27,89% en 2010. De 5 424 agents, dont 3 500 pour le secteur de l'éducation, 1 295 pour la santé et 186 pour la justice. Aux provisions pour glissement catégoriel des personnes civiles et militaires, à la revalorisation de la valeur du point d'indice des soldes des militaires, à l'effet en année pleine de l'augmentation en 2010 de 50% des soldes indiciaires. Les dépenses des biens et services enregistrent également une diminution de 39,9%, due essentiellement à la réduction du train de vie de l'État. Toutefois, cette baisse n'a pas affecté les secteurs prioritaires dont l'allocation budgétaire est de 501,62 milliards, soit 34,23% des dépenses de fonctionnement, contre 401,04 milliards, soit 15,75% en 2010. Les dépenses relatives aux subventions et transferts s'accroissent de 65,1%, passant de 692,14 milliards en 2010 à 1142,73 milliards en 2011. Cette augmentation se justifie par la décision du gouvernement d'appuyer la situation des arriérés et activités de 2011 au titre des contributions internationales, ainsi que la quelques actions phares du plan d'action prioritaire, tels le renforcement de la sécurité alimentaire, l'appui à la campagne agricole 2011-2012, la gratuité de et la gratuité de l'accès à la consultation et aux soins prénatals, les bourses étudiants, l'amélioration de l'offre de transport public, la campagne d'élimination des points critiques sur les nationales, etc. Les dépenses à elles se chiffrent à 2207,10 milliards en 2011 contre 2178,86 milliards en 2010, soit une baisse de 10,6%. Ce montant comprend l'enveloppe du budget d'investissement public de 2212,4 milliards, 594,7 milliards pour les travaux publics, 84,7 milliards pour les transports et 4,7 milliards pour les postes et télécommunications. 16,9% affectés au secteur des mines, énergie, eau urbaine, hydraulique, industrie en raison de 12 milliards 4 pour les mines, géologie et environnement, 5,1 milliards pour l'industrie et le commerce, 63,8 milliards pour l'eau urbaine, 269 milliards pour l'énergie, 22,4 milliards pour l'hydraulique urbaine et 1,9 milliard pour l'hôtellerie et le tourisme. 14,8% pour le secteur de l'administration générale, soit 327,8 milliards, dont 243,4 milliards pour l'administration générale et 84,4 milliards pour la décentralisation et la sécurité. 11,2% pour le financement des projets du secteur social, dont 44,1 milliards pour la santé, 11,6 milliards pour les affaires sociales, 154,1 milliards pour l'éducation et 37,4 milliards pour les autres secteurs sociaux. 9,4% alloués au développement rural, dont 163 milliards pour l'agriculture, 10,3 milliards pour l'élevage, 4,3 milliards pour la pêche et 29,5 milliards pour l'hydraulique villageoise. 4,1% pour la couverture des droits et taxes liés à la mise en œuvre des projets et programmes bénéficiant de financement extérieur.
2,5%, soit 55,1 milliards pour le financement d'autres actions prioritaires dans le cadre des investissements stratégiques. Dans les dépenses sur financement intérieur, un montant de 450,74 milliards, soit 37,35% des ressources sont allouées à l'exécution du plan d'action d'investissement prioritaire pour 2011. Les montants estimés pour faire face aux obligations du service de la dette, intérêts et principal, s'élèvent à 1 937,91 milliards, dont 510,33 milliards pour la dette intérieure et 1 427,58 milliards pour la dette extérieure. La dette publique représente 21,93% du total des dépenses, 5,85% du PIB et absorbe 34,39% des recettes intérieures en 2011, contre 14,83%, 4,64% et 30,78% respectivement en 2010. Cette augmentation, qui reflète le poids excessif de la dette dans le budget de l'État, exprime la volonté du gouvernement de freiner l'accumulation des arriérés et d'assurer le paiement à bonne date de la dette en tenant compte de l'arrivée à échéance de certains prêts. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du CNT, il ressort de ces projections budgétaires, après prise en compte des dons et emprunts identifiés, un besoin de financement de 1 453,44 milliards. Il sera financé partiellement par des possibles appuis budgétaires attendus de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, de l'Union européenne, pour un montant total de 1 166,86 milliards et des réaménagements nets sur la dette extérieure à négocier pour 303,82 milliards. Comme le disait tantôt le ministre de l'Économie et des Finances, à ce titre, j'ai le plaisir également de vous annoncer que la Banque mondiale a déjà accordé au mois d'avril passé un appui budgétaire à la Guinée d'un montant de 78 millions de dollars, soit 554,97 milliards de francs guinéens. Toutefois, il en résulte un besoin de financement résiduel de 579,1 milliards. La capacité de l'État à faire face à ces dépenses hors dette extérieure sur ressources propres, qu'on appelle solde de base, est déficitaire de l'ordre de 662,61 milliards, soit 2% du PIB, contre 12,23% en 2010. Cette politique traduit l'effort d'ajustement budgétaire réalisé par le gouvernement pour la stabilisation de la situation macroéconomique et la relance de la croissance. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du CNT, je voudrais, avant de terminer, vous donner l'assurance qu'en dépit des difficultés économiques actuelles de notre pays, les perspectives qui s'ouvrent à l'issue de l'organisation des premières élections présidentielles libres et démocratiques sont porteuses d'espoir. Le projet de budget qui vous est soumis est la traduction de la volonté du gouvernement d'assainir la situation économique et financière du pays, afin que les grands enjeux économiques et sociaux qui nous interpellent tous continuent d'être maîtrisés. Dans cette perspective, le gouvernement mise sur les efforts internes de mobilisation de ressources et de qualification des dépenses, ainsi que le regain d'intérêt de la communauté des bailleurs de fonds à accompagner la Guinée en raison du nouvel environnement socio-politique et économique. Aussi, je me dois de vous exprimer au nom du gouvernement toute sa confiance pour l'appui que vous lui apporterez à travers l'adoption de ce projet de loi de finances dont la correcte exécution permettra de jeter les bases nécessaires à la relance de notre économie sur les moyens et long terme. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. La session budgétaire 2011 du Conseil national de la transition intervient à un moment historique dans la vie de notre pays, qui vient de prendre un nouvel élan dans sa gouvernance politique, économique et financière,
avec l'élection à la magistrature suprême du professeur Alpha Condé. La politique économique définie dans ce cadre confère à la Banque centrale de la République de Guinée un rôle de premier plan que je voudrais, encore avec votre permission, décliner dans ses objectifs, dans ses instruments et ses moyens, pour ensuite présenter des évolutions récentes avant de conclure sur les perspectives à court et moyen terme. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, jusqu'à une date récente, la mission principale assignée aux banques centrales était de garantir à l'économie nationale la stabilité durable des prix. Avec les crises financières internationales que l'économie mondiale a enregistrées ces dernières années, la mission des banques centrales s'est élargie à la stabilité du système financier. Ces deux actions, dont le but ultime est la croissance économique durable et l'amélioration du bien-être des populations, constituent un axe central de la stabilité macroéconomique d'ensemble qui reste très sensible à l'environnement international ainsi qu'à la situation socio-économique des pays. Après la crise des subprimes, qui est à l'origine des premières difficultés financières de 2007 et qui a entraîné la récession aux États-Unis, en Europe et en Asie dès le début de 2008, l'année 2010 a enregistré une amorce de la croissance mondiale sous l'impulsion des grandes économies émergentes et de l'économie américaine. Ainsi, les échanges internationaux ont augmenté en 2010 de l'ordre de 7% sous l'effet de politiques budgétaires et monétaires vigoureuses et d'opérations coordonnées de soutien au secteur financier dans le monde. L'une des principales leçons à tirer de cette conjoncture est que, même si la reprise de l'économie mondiale reste fragile, elle a davantage profité aux pays qui ont entrepris de profondes réformes. La reprise de l'économie mondiale aurait été beaucoup plus bénéfique pour notre pays si la situation sociopolitique n'avait pas été particulièrement tendue les 2 dernières années. En effet, l'isolement de la Guinée suite au changement de régime intervenu fin 2008 et les tensions sociopolitiques liées aux joutes électorales de la transition ont réduit de manière drastique le niveau des activités économiques en 2010. Comme on pouvait s'y attendre, cette conjonction d'événements a eu un impact néfaste sur les résultats de la politique monétaire et de change. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, la situation brièvement décrite ci-dessus a entraîné une forte détérioration des indicateurs macroéconomiques, du fait notamment de la dégradation des finances publiques. Mes prédécesseurs l'ont évoqué avec force détail. En 2009 et 2010, le poids des dépenses militaires a atteint 10% du PIB. Les procédures de passation des marchés publics ont été largement ignorées et plusieurs contrats de l'État ont été signés en l'absence de ressources disponibles. Ceci a conduit à un niveau de déficit de 12% du PIB, essentiellement financé par une accumulation d'arriérés et des avances importantes de la Banque centrale à hauteur de 7,03 milliards de francs guinéens, rien que sur l'année 2010. Comme conséquence, la masse monétaire a presque doublé en un an pour atteindre 10 367 milliards de francs guinéens. Le taux d'inflation en glissement annuel, qui était retombé en 2009 à 7,9%, a rebondi à la fin de l'année 2010 pour atteindre 20,8%. Les réserves de change de la nation, quant à elles, ont chuté de 26,2% pour couvrir moins de 2 mois d'importation. L'effondrement des réserves de change a contribué à la dépréciation de la monnaie nationale de 19% par rapport à l'euro et de 12% par rapport au dollar. La croissance inconsidérée des dépenses de l'État a en outre
entraîné des dépassements importants sur le budget de fabrication des signes monétaires, qui, d'une prévision initiale de 15 milliards de francs, a atteint le chiffre faramineux de 119 milliards de francs guinéens au 31 décembre 2010. Malgré ce rythme effréné de mise en œuvre de la planche à billets, l'économie a été confrontée à une crise de cash du fait de la crise de confiance qui s'est instaurée entre le système bancaire et les opérateurs, lesquels ont préféré garder leurs avoirs ailleurs que dans les banques. L'attitude toute de prudence observée par ces dernières explique néanmoins que la santé financière de notre système bancaire n'a pas été fondamentalement ébranlée par cette crise mondiale. L'effet combiné des différents aspects de la gestion calamiteuse ainsi décrite explique que les difficultés innombrables des premiers mois de 2011 difficultés auxquelles le gouvernement du professeur Alpha Condé a immédiatement entrepris de trouver des solutions radicales. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, distingués invités, pour inverser cette tendance et contenir les tensions inflationnistes et autres dysfonctionnements de tout genre, la nouvelle gouvernance de la Banque centrale a dès son entrée en fonction entrepris plusieurs actions dont les principales peuvent se résumer comme suit. Dans le domaine de la politique monétaire, il y a eu la création d'un comité de programmation monétaire pour donner plus de lisibilité à la conduite de la politique monétaire et faire des prévisions qui servent de base de discussion avec nos partenaires au développement, au lieu d'eux, en spectateurs quelquefois passifs, de regarder les propositions faites par ces derniers. 2. L'augmentation du taux des réserves obligatoires de 9,7% à 17%. Sous l'effet de cette augmentation, 1100 milliards de francs guinéens ont été stérilisés, conduisant ainsi à une baisse de la liquidité du système bancaire de 34% entre décembre 2010 et avril 2011. 3. L'alignement du taux directeur sur le taux d'inflation en vue d'obtenir des taux d'intérêt réels positifs et d'inciter ainsi les détenteurs d'excédents de liquidité à les placer auprès des agents en besoin de financement. Ce taux est passé de 16,75% à 22%. L'émission nette de bons de trésor à hauteur de 341 milliards entre janvier et avril 2011 pour combler le besoin, le déficit momentané de trésorerie de l'État. 5. Le déplafonnement des dépôts sur les comptes sur livret pour encourager la mobilisation de l'épargne. Depuis cette date, les dépôts sur les comptes sur livret sont libres, alors que par le passé, la rémunération sur ces comptes était plafonnée à un maximum de 20 millions de francs guinéens. 6. Des concertations entre la Banque centrale et le ministère des Finances ont été engagées pour enrayer la tendance exponentielle à l'accroissement de l'endettement de l'État à la BCRG. À l'issue de ces discussions, il a été convenu que le budget de l'État sera désormais exécuté sur base caisse et que les dépenses ne seront engagées qu'en fonction des recettes disponibles. En matière de politique de change, les activités de la Banque centrale se sont articulées autour des points ci-après, au cours des 4 premiers mois de l'exercice 2011. 1. La mise en place d'une commission interne de suivi du rapatriement des recettes d'exportation des biens et services. Cette commission est appelée à prendre une part active dans la mise en place et l'animation d'une commission nationale qui sera chargée du suivi de rapatriement des recettes résultant de nos exportations. 2. La publication d'une nouvelle instruction portant réglementation de l'activité des bureaux de change manuels. 3. La publication d'une instruction portant réglementation de l'activité des établissements de transfert d'argent. 4.
la relance des opérations du marché interbancaire d'échange en vue de diminuer la pression sur la demande globale de devises à travers le financement d'une partie des denrées de première nécessité telles que le riz, la farine de blé, le sucre, les huiles alimentaires. Au cours de ces 3 interventions sur le trimestre, la Banque centrale a cédé 16 millions de dollars aux banques pour le compte de leur clientèle. Cette mesure a permis au système bancaire d'éviter d'intégrer les anticipations spéculatives du secteur informel dans la fixation du taux de change et de respecter une marge de 2% dans les opérations d'achat et de vente de devises par les banques à partir du cours moyen pondéré issu du marché interbancaire d'échange. La Banque centrale a organisé plusieurs séances de travail avec les acteurs évoluant sur le marché d'échange en vue de les rassurer de la volonté du gouvernement de stabiliser la monnaie et les amener à respecter strictement la réglementation d'échange en vigueur. Ainsi, le communiqué portant interdiction de la facturation en devises sur l'ensemble du territoire national et celui interdisant l'activité d'échangeurs ambulants ont été publiés dans la presse publique et privée. Il a été également demandé aux compagnies aériennes de procéder à la fixation du prix des billets sur la base du cours de référence déterminé sur le marché interbancaire d'échange. La Banque centrale a entrepris également des discussions avec le secteur minier en vue de la domiciliation des recettes d'exportation dans les banques locales. Des contacts similaires ont été engagés avec les grandes entreprises qui brassent des montants importants de devises étrangères. Sur le plan de la supervision bancaire, comme à l'accoutumée, la Banque centrale a axé ses activités sur la réglementation, la surveillance permanente et le contrôle sur place. À l'exception du ratio de division des risques, pour lequel les banques bénéficient de dérogations pour le financement du secteur pétrolier, la réglementation bancaire est dans l'ensemble respectée. Il convient de noter que le capital minimum des banques a été relevé de 10 milliards à 50 milliards avec une programmation de la libération de ce capital dans le temps. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'ensemble des mesures prises a permis d'atteindre des résultats appréciables à fin mars 2011. En effet, entre janvier et mars, l'inflation en glissement annuel a été stabilisée autour de 21%. Je dis bien stabilisée, ce qui signifie que la tendance à la chute a été arrêtée et l'expansion de la masse monétaire a été contenue dans les limites de 2%. Sur le premier trimestre 2011, la situation monétaire intégrée indique un accroissement substantiel du crédit au secteur privé, qui a augmenté de 12,6% par rapport au 31 décembre 2010. Sur la période, la monnaie en circulation a reculé de 4,4% au profit des dépôts, ce qui reflète la confiance retrouvée des agents économiques dans le système bancaire après les incertitudes de l'année 2010. La tendance à la dépréciation du franc guinéen par rapport aux principales devises a été arrêtée. Ainsi, après avoir atteint un pic de 8 500 francs guinéens à la mi-mars, le dollar américain s'échange aujourd'hui à environ 7 200 francs. Ces efforts seront poursuivis et seront améliorés. Comme on peut le noter, la résultante globale des mesures de politique budgétaire et monétaire engagées se reflète dans le recul de l'endettement du Trésor auprès de la Banque centrale, qui s'est amélioré de 901,07 milliards à fin 2011. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, les actions qui ont permis d'atteindre ces résultats en un temps record doivent s'inscrire dans la durée. C'est pourquoi la BCRG a porté toute sa contribution à l'élaboration d'un plan d'action visant le rétablissement à court et moyen terme des grands équilibres macroéconomiques du pays. Ces actions, contenues dans le mémorandum de politique économique et financière convenu avec les institutions de Bretton Woods, s'articulent autour des axes suivants. En matière de politique monétaire, il s'agit de
Il s'agit du placement des bons du Trésor non négociables auprès des banques liquides, de la conversion d'une partie des avances du Trésor en bons du Trésor, de l'ajustement du taux directeur en fonction des résultats des ventes aux enchères de bons du Trésor, de l'émission des titres de régulation monétaire pour résorber la liquidité résiduelle en vue de contenir les tensions inflationnistes. La BCRG utilisera la dette titrisée du Trésor pour effectuer ces opérations de ponction de liquidité. De la publication mensuelle d'un bilan sommaire et des perspectives monétaires, de la redynamisation des centrales des risques et des incidents de paiement. En matière de politique de change, les actions concerneront la constitution d'un fonds de stabilisation des changes en fonction de la reconstitution progressive des réserves de change de la nation en vue de poursuivre les interventions de la BCRG sur le marché interbancaire de change. L'élargissement du marché interbancaire de change à terme à d'autres opérations ainsi qu'à d'autres opérateurs. L'encouragement des opérations du marché interbancaire hors BCRG. L'augmentation des réserves internationales jusqu'à 3 mois d'importation de biens et services avec une sauvegarde de la majorité des allocations spéciales de DTS au titre de l'année 2009. L'ajustement automatique et quotidien du taux de change officiel au taux du marché et l'exécution des opérations de change de la BCRG dans la limite de 1% du taux de change moyen pondéré des banques commerciales. La reprise des achats d'or dans les laboratoires de Conakry et de Cancan comme moyen de diversification des sources d'accroissement des réserves en devises de la nation, des avoirs extérieurs nets plus précisément. En matière de supervision bancaire, la BCRG procédera à la révision de la loi bancaire en conformité tant avec l'évolution de l'activité bancaire guinéenne qu'avec les normes et standards internationaux. En outre, elle mettra en vigueur le plan comptable harmonisé des banques au 1er janvier 2013. Enfin, elle entend mettre en place le dispositif de la supervision bancaire basé sur les risques en collaboration avec une mission d'assistance technique du Fonds monétaire international. En matière de réforme structurelle propre, la BCRG s'attellera à l'exécution du projet de système de paiement financé par la Banque africaine de développement dans le cadre de la ZMAO. Il faut rappeler que ce projet contribuera à développer la monétique et à assurer les paiements interbancaires en temps réel. La modernisation du système comptable de la banque, la poursuite de l'élaboration des textes juridiques, législatifs et réglementaires des nouveaux systèmes de paiement. En matière de coopération monétaire sous-régionale, la BCRG continuera à œuvrer aux côtés des autres États membres de la ZMAO en vue de la réalisation d'une intégration monétaire forte et durable. À ce propos, j'ai le plaisir de vous informer que la Guinée abritera les réunions statutaires de la seconde zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, ZMAO, du 11 au 15 juillet 2011. Nous serions très heureux que vous soyez nombreux à participer le moment venu au débat de ce forum. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, telle est la communication que la Banque centrale a voulu présenter à votre auguste Assemblée, qui mérite tout notre respect, toute notre considération, qui a joué à fond son rôle dans la conduite du processus de transition, qui est en train de jouer à merveille son rôle de représentation nationale. D'ores et déjà, nous pouvons vous assurer de notre disponibilité à considérer avec le plus grand intérêt les observations qu'il vous plaira de faire et à apporter les éléments de réponse aux questions qui ne manqueront pas d'être posées. Je vous remercie de votre aimable attention.